Camille ajuste nerveusement le collier de perles hérité de sa grand-mère, ses doigts tremblant légèrement, tandis qu'elle observe le salon du château de Malmaison se remplir d'invités. À 28 ans, elle a enfin quelque chose de vraiment personnel à célébrer. Le contrat du CHU de Lyon, 50 millions d'euros pour la rénovation complète de l'hôpital, représente 6 années de travail acharné dans l'ombre, à dessiner des couloirs et des chambres pendant que d'autres sauvaient des vies. « Tu es magnifique ce soir », murmure Henri en s'approchant d'elle, ses yeux verts pétillants de fierté. Le fiancé d'Élise porte son costume sombre avec cette élégance naturelle qui caractérise les filles de bonne famille. Camille sourit, touchée par sa gentillesse constante. Depuis qu'il fréquente sa sœur, Henri a toujours eu des mots encourageants pour ses projets d'architecture. « Merci, j'avoue que je suis un peu nerveuse », confie-t-elle en lissant sa robe noire simple mais élégante. 4 000 € d'économie pour cette soirée, c'est tout ce que j'avais. Henri fronce les sourcils. « Tu aurais dû me dire, j'aurais volontiers participé aux frais. » « Non, c'est important que ce soit moi. Papa dit toujours que je soigne les murs pendant que vous autres sauvez des vies. Ce soir, je veux lui montrer que mes murs comptent aussi. » À travers la foule, Camille aperçoit son père Michel en grande conversation avec des collègues chirurgiens. Sa stature imposante et sa voix grave dominent naturellement les échanges. Élise, radieuse dans sa robe bleue, papillonne entre les invités avec cette grâce innée que Camille lui envie secrètement. Sa petite sœur a le don de captiver l'attention sans effort, probablement parce qu'elle suit fidèlement les traces paternelles en médecine. « Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous approcher », annonce Sylvie Moreau d'une voix claire qui traverse le brouhaha. Leur mère, impeccable dans son tailleur bordeaux, se tient près du petit podium installé pour l'occasion. Son sourire parfait ne trahit rien de l'anxiété que Camille devine dans ses yeux. Le cœur de Camille s'accélère. Le moment est arrivé. 6 ans de sacrifices, de week-ends passés au bureau, de projets refusés et de recommencements. Tout aboutit à cet instant. Elle se dirige vers l'estrade, mais sa mère lève une main pour l'arrêter. « Mes chers amis, nous sommes réunis ce soir pour célébrer une merveilleuse nouvelle qui touche notre famille, » commence Sylvie, son regard évitant soigneusement celui de Camille. « Une nouvelle qui va changer nos vies à tous. » Un sourire radieux illumine son visage, tandis qu'elle tend la main vers Élise et Henri. « J'ai l'immense joie de vous annoncer les fiançailles de notre fille Élise avec Henri Dubois. » Le monde de Camille s'effondre d'un coup. Les applaudissements explosent autour d'elle, mais elle n'entend qu'un bourdonnement sourd. Élise rougit de bonheur, Henri semble surpris mais souriant, et tous les invités convergent vers eux pour les féliciter. Personne ne la regarde. Personne ne se souvient pourquoi ils sont vraiment ici. « Maman !» murmure-t-elle en s'approchant de Sylvie. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est ma soirée !»« Chut, Camille, pas maintenant !» siffle sa mère entre ses dents, tout en continuant à sourire aux invités. La rage monte, pure et brûlante. Camille se dirige vers le micro, déterminée à rétablir la vérité, quand une poigne ferme saisit son poignet. Michel l'attire discrètement à l'écart, son visage grave tout près du sien. « Tais-toi ou tu perdras tout », chuchote-t-il d'une voix dangereusement calme. « Je ne plaisante pas. » Mais en se retournant vers l'estrade, Camille remarque quelque chose d'étrange. Michel glisse discrètement une enveloppe épaisse dans la poche intérieure de la veste d'Henri. Leurs regards se croisent brièvement, et elle y lit une complicité qui la glace. Qu'est-ce qui se joue vraiment ce soir ? Camille se dégage de l'emprise de son père et marche d'un pas déterminé vers le podium. Chaque battement de son cœur résonne comme un tambour de guerre. Les conversations s'éteignent progressivement, tandis qu'elle s'empare du micro, son regard balayant l'assemblée maintenant silencieuse. « Bonsoir à tous », commence-t-elle d'une voix qui tremble à peine. « Je vous remercie d'être venus célébrer avec moi. Car oui, cette soirée était organisée pour moi. » Un murmure parcourt la foule. Michel fait un pas vers l'estrade, mais Camille lève la main pour l'arrêter. « Il y a quelques minutes, j'ai décroché le plus gros contrat de ma carrière. 50 millions d'euros pour rénover le CHU de Lyon. 6 ans de travail, 4 000 € de mes économies pour cette réception. Tout ça pour célébrer Emma Promotion. » Élise pâlit subitement. « Camille, qu'est-ce que tu fais ? Je révèle la vérité, ma chère sœur. » Camille sort son téléphone et se connecte au système de projection de la salle. « Pendant que maman transformait ma fête en spectacle pour tes fiançailles, j'ai eu le temps de faire quelques recherches intéressantes.
Sur l'écran géant apparaissent des plans détaillés d'un centre de chirurgie privé. Les invités se penchent, intrigués. Michel devient livide. « Reconnaissez-vous ces plans, papa? Non? Laissez-moi vous expliquer. » Sa voix prend de l'assurance. « Voici les plans du futur centre médical Saint-Germain, un établissement privé de luxe que mon père construit en secret avec l'argent, emprunté au cabinet familial. » Les murmures se transforment en exclamations étouffées. Henri fronce les sourcils, visiblement perdu. Notre cher docteur Michel Moreau, dévoué médecin du service public, détourne des fonds depuis 2 ans pour s'enrichir. Et maman le couvre en organisant cette mascarade. « C'est faux !» proteste Sylvie, mais sa voix manque de conviction. « Vraiment ?» Camille fait défiler d'autres documents. Virements suspects, factures gonflées, patients fictifs. Tout est là. Et ses fiançailles ? Elle pointe Henri du doigt. Elle scelle l'association entre papa et monsieur Dubois Senior, riche investisseur qui finance l'opération. Henri recule d'un pas, choqué. « Mon père ? Mais… de quoi tu parles ? Tu l'ignorais, n'est-ce pas ? Comme ma sœur ignorait qu'elle n'était qu'un pion dans cette combine financière. » Élise fond en larmes. « Non, ce n'est pas vrai. Henri m'aime vraiment. »« Je n'en doute pas, » répond Camille avec une douceur inattendue. « Mais regardez autour de vous. Tous ces médecins, ces investisseurs. Cette soirée n'était pas pour mes fiançailles, Élise. C'était pour annoncer l'association commerciale de papa. » Michel, acculé, explose soudain de rage. « Tais-toi! Tu n'as aucun droit de parler! Tu veux tout savoir! Tu n'es même pas ma fille! » Un silence de mort s'abat sur l'assemblée. Les mots résonnent comme une gifle. Camille vacille, le micro lui échappant presque des mains. « Michel, non !» murmure Sylvie, horrifiée. « Si, puisqu'elle veut jouer à la justicière, qu'elle sache qui elle est, vraiment. » Il pointe un doigt accusateur vers Camille. « 28 ans que j'élève la fille d'un autre. 28 ans que je paie pour l'erreur de ta mère. » Henri attrape le bras d'Élise qui s'effondre complètement. Les invités échangent des regards embarrassés, certains se dirigeant discrètement vers la sortie. L'atmosphère festive s'est muée en chaos émotionnel. Camille redresse les épaules, puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas. « Merci, papa. Pardon, Michel. Tu viens de m'offrir le plus beau cadeau de ma vie, la vérité sur qui tu es vraiment. » Elle pose délicatement le micro sur son support et descend de l'estrade. Ses jambes tremblent, mais elle marche la tête haute vers la sortie. Derrière elle, elle entend Élise sangloter et Henri tenter maladroitement de la consoler. « Camille, attends !» crie sa mère. Mais elle ne se retourne pas. Dans sa voiture, les mains agrippées au volant, elle laisse enfin exploser la douleur. Les larmes coulent sans retenue, tandis qu'une seule question la hante. Si Michel n'est pas son père, qui l'est ? Le réveil sonne à 7 heures, mais Camille n'a pas fermé l'œil. Assise dans son lit, elle fixe l'écran de son téléphone, qui affiche 43 appels manqués. Sa mère, Élise, des numéros inconnus, et cette notification qui fait battre son cœur plus fort. Un message de son patron, Thomas Beaumont. Urgent. Mon bureau à 9 heures. T. Elle se douche mécaniquement, évitant son reflet dans le miroir. Les événements de la veille lui semblent irréels, comme un cauchemar dont elle émergerait lentement. Mais les articles de journaux en ligne confirment la réalité. Scandale dans le milieu médical parisien. Une architecte révèle la corruption de son père adoptif. Son père adoptif. Les mots résonnent étrangement dans sa tête. Dans le métro, elle remarque les regards fuyants des autres passagers. Quelqu'un a-t-il reconnu son visage ? La vidéo de son discours circule-t-elle vraiment sur les réseaux sociaux ? L'idée la rend malade. Le cabinet d'architecture Beaumont & Associés bourdonne d'une activité inhabituelle quand elle arrive. Les conversations s'arrêtent sur son passage. Certains collègues lui offrent des sourires compatissants, d'autres détournent les yeux. Margot, la secrétaire, lui glisse discrètement. « Courage, ma belle. On est avec toi. » Thomas l'attend dans son bureau, debout devant la baie vitrée qui donne sur les Champs-Élysées. À 55 ans, cet homme aux tempes grisonnantes a toujours été un mentor bienveillant pour Camille. Aujourd'hui, son expression grave l'inquiète. « Asseyez-vous, Camille. » Sa voix est douce mais ferme. « D'abord, comment allez-vous ? » ?»« Ça va, » ment-elle. « Enfin, je crois. » Thomas s'installe face à elle, croisant les mains. « J'ai reçu un appel du CHU de Lyon ce matin.
Ils suspendent temporairement le contrat en attendant une investigation sur vos liens familiaux avec le docteur Moreau. Le monde s'écroule une seconde fois. Mais je n'ai rien fait de mal. C'est lui qui... Je sais. Et vous avez eu un courage remarquable hier soir. Il marque une pause. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 20 ans. Mon père possédait une entreprise de BTP corrompue, jusqu'à l'os. Quand j'ai refusé de fermer les yeux, il m'a renié publiquement. Camille le regarde, surprise. Thomas a toujours semblé avoir eu une vie parfaite. La différence, c'est qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Votre courage est devenu viral, Camille. Mais ça a un prix. Quel genre de prix ? Thomas soupire longuement. Votre père... Pardon. Michel Moreau a appelé tous nos concurrents cette nuit. Menaces voilées, chantage économique. Les méthodes habituelles. Vous ne retrouverez plus de poste en architecture hospitalière en France, du moins pas dans l'immédiat. La nouvelle la frappe comme un coup de poing. 6 ans de spécialisation, détruits en une soirée. Alors c'est fini ? Ma carrière est finie ? Non. Thomas se penche vers elle. Pas si je peux l'empêcher. J'ai des contacts à l'international. En attendant, vous gardez votre poste ici. Nous nous adapterons. Des larmes de gratitude perlent aux yeux de Camille. Pourquoi faites-vous ça pour moi ? Parce que la vérité a un prix, mais le mensonge en a un plus élevé. Et parce que... Il hésite. Vous me rappelez qui j'étais à votre âge, avant que la lâcheté ne l'emporte sur mes principes. Son téléphone vibre. Élise. Encore. Camille décline l'appel pour la 10e fois. Votre famille vous harcèle ? Ma mère me supplie de revenir, de m'excuser publiquement. Élise pleure au téléphone en me demandant pourquoi j'ai détruit sa vie. Et Michel ? Elle frissonne. Michel me menace de révéler des choses sur ma vraie famille, si je ne me tais pas définitivement. Thomas fronce les sourcils. Quel genre de choses ? Je n'en sais rien. Hier soir, c'était la première fois qu'il admettait que je n'étais pas sa fille biologique. Pendant 28 ans, j'ai vécu dans le mensonge absolu. Vous voulez connaître la vérité sur vos origines ? Je ne sais pas. Camille fixe ses mains. Et si c'était pire que ce que j'imagine ? Et si mon vrai père était quelqu'un de terrible ? Ou quelqu'un de merveilleux que les circonstances ont éloigné de vous ? Suggère Thomas avec douceur. L'après-midi passe dans un brouillard administratif. Camille tente de se concentrer sur ses dossiers en cours, mais les regards et chuchotements de ses collègues la déconcentrent. À 18h, elle rentre chez elle épuisée. Devant sa porte d'appartement, une enveloppe crème l'attend, glissée sous le paillasson. Son nom est écrit d'une écriture élégante et tremblante. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une photo en noir et blanc. Sur le cliché, une jeune femme qui lui ressemble trait pour trait sourit à côté d'un homme aux yeux doux. Au dos, quelqu'un a écrit « Sylvie et Pierre, 1995 ». La lettre commence par ces mots qui font chavirer son monde. « Ma chère petite fille, il est temps que tu saches qui tu es vraiment. » Les mains de Camille tremblent, tandis qu'elle déplie la lettre sur sa table de cuisine. L'écriture délicate et légèrement penchée lui rappelle quelque chose. Un souvenir d'enfance qui refuse de remonter à la surface. Elle s'installe sous la lampe et commence à lire. « Ma chère petite fille, je suis Marguerite Moreau, la mère de Michel. Tu te souviens peut-être de moi, même si tes parents ont espacé nos rencontres au fil des années. J'ai vu la vidéo de ta courageuse intervention hier soir. Une voisine me l'a montrée sur son ordinateur. Mon cœur s'est gonflé de fierté devant ta force. Il faut que tu saches, ce que Michel t'a révélé publiquement, je le porte en secret depuis ta naissance. Tu n'es effectivement pas sa fille biologique, et c'est précisément pour cela qu'il t'a toujours traité différemment. Mais l'histoire vraie est bien plus complexe que sa colère ne le laisse entendre. Camille s'arrête de lire, le cœur battant. Grand-mère Marguerite. Elle se souvient maintenant de cette femme douce aux cheveux blancs qui sentait la lavande et lui racontait des histoires merveilleuses. Pourquoi ces visites avaient-elles cessé si brutalement ? Ta mère était enceinte quand elle a épousé Michel. Pas d'un artiste bohème comme elle le raconte parfois dans ses moments de nostalgie, mais de son professeur de littérature à l'université, Pierre Dubois. Un homme marié, père de famille, qui a refusé de quitter sa femme quand Sylvie lui a annoncé ta conception. Michel connaissait la vérité. Il aimait ta mère éperdument et a accepté ce mariage pour la sauver du scandale social. Mais le prix était lourd. Sylvie devait promettre de ne jamais chercher à contacter Pierre,
et de donner à Michel un véritable héritier plus tard. Pierre Dubois. Ce nom résonne étrangement. Camille fouille dans sa mémoire. Dubois, comme Henri. Le fiancé d'Élise s'appelait Henri Dubois. Une coïncidence troublante. Je t'écris aujourd'hui parce que Pierre Dubois est décédé il y a 5 ans dans un accident de voiture. Mais avant sa mort, il avait réussi à te retrouver. Il suivait ta carrière dans la presse spécialisée, fier de tes accomplissements. Quand il a lu l'article sur tes projets d'architecture hospitalière dans Le Moniteur, il a compris que tu avais hérité de sa sensibilité pour les espaces de soins. Il t'a écrit une lettre, ma chérie. Une longue lettre qu'il m'a confiée avant de mourir, avec pour instruction de te la remettre si un jour la vérité éclatait. Sylvie l'a interceptée il y a 3 ans quand elle a découvert mes coordonnées dans tes affaires. Elle m'a supplié de détruire cette lettre, mais je n'ai jamais pu m'y résoudre. Les larmes coulant maintenant sur les joues de Camille. Un père qui l'a cherchée, qui était fier d'elle, qui existe enfin dans sa réalité. Je vis maintenant dans la maison familiale en Normandie, à Honfleur. Si tu le souhaites, viens me voir. J'ai tant de choses à te raconter sur Pierre, et sur toi aussi. Tu étais une enfant si curieuse, si déterminée. Ses qualités viennent de lui, j'en suis certaine. Michel ne sait pas que je possède cette lettre. Il croit que tous les liens avec ton passé ont été rompus. C'est peut-être mieux ainsi, pour l'instant. Je t'attends quand tu seras prête. Avec tout mon amour, grand-mère Marguerite PS. L'adresse est au dos. N'hésite pas à venir même sans prévenir. À mon âge, on est toujours disponible pour les vraies urgences. Camille retourne la feuille et trouve une adresse soigneusement écrite. 17 rue des Capucins, Honfleur. Elle reconnaît maintenant cette petite maison avec le jardin fleuri où elle avait joué enfant, avant que les visites ne s'espacent puis cessent complètement. Elle examine de nouveau la photo. Pierre Dubois a un visage doux et intelligent, des yeux clairs qui pétillent de malice. Elle recherche ses propres traits dans ce visage d'homme et les trouve. La forme du nez, l'arc des sourcils, cette façon particulière de sourire légèrement de côté. Son téléphone vibre. Un message de sa mère. « Il faut qu'on parle. Tout de suite. Je t'attends chez moi. » Pour la première fois depuis 24 heures, Camille sourit. Elle range précieusement la lettre et la photo dans son sac, puis tape sa réponse. « Pas ce soir, maman. J'ai un voyage à faire. » En préparant sa valise pour la Normandie, elle réfléchit à cette révélation troublante. Henri Dubois, Pierre Dubois, y aurait-il un lien de famille ? Cette coïncidence lui semble trop énorme pour être fortuite. Demain, elle aura peut-être des réponses. Et peut-être découvrira-t-elle que cette soirée catastrophique était en réalité le début de quelque chose de merveilleux. Le train traverse la campagne normande dans la brume matinale. Camille regarde défiler les pommiers et les prairies verdoyantes, le cœur serré d'une émotion qu'elle ne sait nommer. Dans son sac, la lettre de sa grand-mère semble peser des tonnes. Chaque kilomètre qui la rapproche d'Honfleur lui apporte un mélange d'excitation et d'angoisse. La petite maison de la rue des Capucins n'a pas changé. Les volets bleus, le rosier grimpant, le portail en bois peint. Tout correspond exactement à ses souvenirs d'enfance. Marguerite ouvre avant même que Camille n'ait sonné, comme si elle guettait son arrivée derrière les rideaux de dentelle. « Ma petite fille », murmure la vieille dame en l'enlaçant. À 82 ans, Marguerite garde cette élégance naturelle qui impressionnait tant Camille l'enfant. Ses cheveux blancs sont tirés en chignon impeccable, et ses yeux bleus pétillent de cette intelligence vive qui traverse les générations. « Grand-mère, je ne savais pas si vous étiez encore en vie ?» Marguerite rit doucement. « Les mauvaises herbes ont la vie dure, ma chérie. Et j'avais promis à Pierre de te remettre sa lettre un jour. On ne rompt pas ses promesses aux morts. » Elle s'installe dans le salon aux meubles patinés, face à la cheminée où crépite un feu de bois. L'odeur de lavande et de cire d'abeille enveloppe Camille d'une nostalgie douce amère. « Avant tout, » dit Marguerite en posant un service à thé sur la table basse, « il faut que tu comprennes qui était vraiment Pierre Dubois. Pas le professeur marié qui a abandonné ta mère, mais l'homme qu'il est devenu après. » Elle se dirige vers un secrétaire ancien et en sort une boîte en carton. Quand Pierre a appris qu'il était malade, un cancer du pancréas, il a entamé des démarches de divorce. Il voulait te reconnaître officiellement, t'offrir un nom et un héritage. Mais l'accident l'a emporté avant qu'il ne puisse finaliser ses démarches. Les mains de Camille se crispent sur sa tasse de thé.
Il voulait me reconnaître? Après 28 ans? Il n'a jamais cessé de penser à toi. Regarde. Marguerite étale sur la table des dizaines de coupures de journaux. Tous parlent de Camille, ses études d'architecture, ses premiers projets, ses prix d'étudiante, l'article récent sur l'architecture hospitalière. Il gardait tout. Il était si fier quand tu as choisi de te spécialiser dans les hôpitaux. Elle a compris, me répétait-il. Construire des lieux où l'on guérit, c'est soigner autrement. Les larmes coulent sans retenue sur les joues de Camille. Un père qui l'a suivie de loin, qui était fier d'elle, qui comprenait sa passion. « Voici sa lettre », dit Marguerite en lui tendant une enveloppe jaunie. Il l'a écrite 3 mois avant sa mort, quand les médecins lui ont annoncé que c'était sans espoir. D'une écriture ferme malgré la maladie, Pierre avait écrit « Ma chère Camille, si tu lis ces mots, c'est que la vérité a fini par éclater. J'espère qu'elle ne t'apporte pas que de la douleur. Je porte depuis 28 ans le poids de mes choix. Quand Sylvie m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai eu peur. Peur de détruire ma famille, peur du scandale, peur de l'inconnu. J'ai choisi la lâcheté, et j'ai vécu chaque jour depuis dans le regret. Mais je t'ai suivi, ma fille. Dans chaque article, chaque photo, chaque succès, je voyais grandir une femme remarquable. Ton choix de l'architecture hospitalière m'a particulièrement touchée. Tu as compris intuitivement ce qui m'a pris des années à réaliser, que soigner ne passe pas seulement par la médecine, mais aussi par l'environnement que nous créons pour les patients. Je lègue à ta grand-mère un petit appartement à Marseille et mes économies. Tout cela t'appartient de droit. Mais surtout, je veux que tu saches que tu n'es pas seul au monde. Tu as un demi-frère, Henri, né de ma première union. Il étudie la médecine et travaille actuellement comme interne en cardiologie à Paris. Henri ignore tout de ton existence, comme tu ignores la sienne. Vos mères respectives ont exigé ce secret. Mais peut-être le destin vous rapprochera-t-il un jour. Camille s'arrête de lire, le souffle coupé. Henri, le fiancé d'Élise, son demi-frère. Grand-mère, chuchote-t-elle. Henri Dubois, celui qui doit épouser ma sœur. Marguerite hoche gravement la tête. C'est ton demi-frère, ma chérie. Pierre l'a eu avec sa première épouse, morte dans un accident quand Henri avait 10 ans. Il a été élevé par sa famille adoptive, les Dubois, riches investisseurs qui lui ont donné leur nom et leur fortune. Le monde vacille autour de Camille. Élise va épouser son propre demi-frère sans le savoir. Et cette alliance scelle l'association commerciale entre Michel et le père adoptif d'Henri. Il faut que je lui dise, murmure-t-elle. Oui, répond doucement Marguerite. Mais réfléchis bien aux conséquences. Cette révélation va changer beaucoup de vies. Dans sa voiture sur le chemin du retour, Camille réfléchit intensément. Elle tient enfin la vérité complète, mais cette vérité est une arme terrible. Dire ou ne pas dire? Sauver Élise de ce mariage impossible ou protéger l'innocence d'Henri? Une seule certitude l'habite. Plus jamais elle ne vivra dans le mensonge. De retour à Paris, Camille roule lentement dans les rues illuminées de la capitale. L'esprit en ébullition. La lettre de Pierre repose sur le siège passager. Accusatrice et lourde de secrets. Henri Dubois, le fiancé d'Élise, son demi-frère. Cette révélation change tout, mais comment aborder un homme qu'elle connaît à peine avec une vérité si bouleversante? Elle se gare devant l'hôpital Saint-Louis, où Henri effectue son internat en cardiologie. 23 heures passées, les couloirs résonnent du bruit étouffé des urgences nocturnes. À l'accueil, elle demande à voir le docteur Dubois. Il termine sa garde dans 1 heure, l'informe une infirmière compatissante. Vous pouvez l'attendre à la cafétéria du 2e étage. Dans l'ascenseur, Camille révise mentalement ces mots. Comment dit-on à quelqu'un qu'on partage le même père? Comment révèle-t-on qu'il s'apprête à épouser sa propre demi-sœur? Henri apparaît 1 demi-heure plus tard, épuisé dans sa blouse froissée. En l'apercevant, son visage exprime d'abord la surprise, puis l'inquiétude. « Camille, que fais-tu ici? Il est arrivé quelque chose à Élise? » « Non, elle va bien. Enfin, physiquement. Elle inspire profondément. »« Henri, il faut qu'on parle. C'est très important. » Il s'assoit face à elle, repoussant une mèche brune de son front. Maintenant qu'elle sait, Camille distingue les ressemblances. La forme des yeux, la ligne du menton, cette façon de pencher la tête quand il réfléchit.
Tu sais qui était ton père biologique ? Attaque-t-elle directement. Henri fronce les sourcils. Mon père adoptif m'a toujours dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture quand j'avais 2 ans. Pourquoi cette question ? Parce que ton vrai père s'appelait Pierre Dubois, et qu'il était aussi le mien. Le silence qui suit semble durer une éternité. Henri la regarde comme si elle venait de parler en langue étrangère. C'est impossible. Tu délires, Camille. Le stress de ces derniers jours. Elle sort la lettre de Pierre et la pose devant lui. Lise, tout est expliqué. Henri parcourt le document, son teint se faisant de plus en plus pâle au fur et à mesure de sa lecture. Quand il relève la tête, ses yeux verts, exactement comme ceux de Camille, brillants d'incrédulité. Tu veux dire que nous sommes demi-frères et sœurs, et que tu t'apprêtes à épouser ma demi-sœur. Elle marque une pause. Techniquement, ce serait de l'inceste. Henri se prend la tête dans les mains. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Élise, elle va être détruite. Il y a autre chose. Camille hésite, puis décide de tout révéler. Ton père adoptif finance la clinique privée de Michel. Vos fiançailles scellent leur association commerciale. Tu es un pion dans leur jeu, Henri comme Élise. Quoi ? Il relève brusquement la tête. Papa Bernard finance quoi ? Une clinique privée construite avec l'argent détourné du cabinet médical de Michel. C'est pour ça que j'ai tout révélé l'autre soir. Pas seulement par colère, mais parce que j'avais découvert la corruption. Henri se lève et fait les 100 pas dans la petite cafétéria déserte. Alors tout était calculé. Mes sentiments pour Élise, nos fiançailles, tout. Non. Camille pose une main apaisante sur son bras. Tes sentiments sont réels. Élise t'aime sincèrement aussi. Mais les adultes autour de vous ont manipulé la situation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette vérité ? On a le choix. On peut se taire, laisser ce mariage impossible se faire et protéger les apparences. Ou on peut révéler la vérité et accepter les conséquences. Henri s'arrête devant la fenêtre qui donne sur Paris endormi. Si je révèle tout, papa Bernard sera ruiné. Il m'a élevé, payé mes études, donné son nom. Et Michel ira probablement en prison. L'enquête de l'ordre des médecins a déjà commencé. Et Élise et moi, Camille soupire. Vous pourrez rester amis, peut-être, mais jamais plus. Et elle devra réapprendre à vivre sans les projets qu'elle avait construits autour de vous. Henri revient s'asseoir, l'air défait. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille, des parents, des frères et sœurs, et maintenant que je découvre que j'ai une sœur, c'est dans ces circonstances. Moi aussi j'ai toujours rêvé d'un père, murmure Camille, et découvrir Pierre 3 ans après sa mort. Il reste silencieux un moment, digérant l'ampleur des révélations. Il faut qu'on prenne une décision ensemble, reprend Henri. Nous sommes famille maintenant, que ça nous plaise ou non. Camille hoche la tête. Qu'est-ce que tu proposes ? On révèle tout, publiquement. Comme toi tu l'as fait l'autre soir, mais ensemble cette fois. On sauve Élise de cette mascarade et on expose la corruption. Tu es sûr ? Ça va détruire ta vie aussi. Henri sourit tristement. Ma vie actuelle est construite sur des mensonges. Peut-être qu'il est temps de la reconstruire sur la vérité. Pour la première fois depuis 3 jours, Camille se sent moins seule. Elle a retrouvé un père, même mort, et gagné un frère. Mais la bataille pour la vérité ne fait que commencer. 3 jours plus tard, Camille et Henri se retrouvent dans un petit café du quartier latin, loin des regards indiscrets. Entre eux s'étale un plan détaillé. Témoignages, preuves documentaires, contacts presse. Leur stratégie doit être parfaite pour éviter que leur révélation ne passe pour une vengeance personnelle. J'ai parlé à un journaliste d'investigation du Figaro, annonce Henri en remuant son café. Il s'intéresse au réseau de corruption dans le secteur médical depuis des mois. Notre affaire l'intéresse. Comment s'appelle-t-il ? Demande Camille. Julien Moreau. Ironique, non ? Il porte le même nom que Michel. Camille sursaute légèrement. Ce nom lui rappelle quelque chose. Mais quoi ? Tu lui as dit qui nous étions vraiment l'un pour l'autre ? Pas encore. Je voulais d'abord qu'il accepte l'enquête. Henri marque une pause. Et toi ? Comment va Élise ? Elle ne me parle plus. Maman non plus d'ailleurs. Elle pense que je suis devenue folle. Camille sourit amèrement. Peut-être qu'elles n'ont pas tort. Non. Henri pose sa main sur la sienne avec une tendresse fraternelle. Tu as eu le courage de dire la vérité quand nous tous, on se voilait la face. C'est admirable.
Leur moment de complicité est interrompu par l'arrivée d'un homme d'une trentaine d'années, cheveux châtains et regard perçant derrière des lunettes fines. Il porte un blouson de cuir et tient un carnet à la main. Julien Moreau, se présente-t-il en serrant la main d'Henri puis celle de Camille. Merci de me recevoir. Votre histoire m'intrigue beaucoup. Camille l'observe attentivement pendant qu'Henri résume la situation. Quelque chose dans le regard de ce journaliste lui plaît immédiatement. Une intelligence vive, une sincérité qui transparaît malgré son métier habitué au secret. Donc, résume Julien en prenant des notes, nous avons un chirurgien qui détourne des fonds publics, un investisseur qui finance cette opération et un mariage arrangé pour sceller leur association. C'est déjà un bon début. Mais vous mentionnez d'autres éléments ? Camille et Henri échangent un regard. Le moment de vérité est arrivé. Nous sommes demi-frères et sœurs, lâche Camille d'un trait. Henri devait épouser ma demi-sœur sans connaître nos liens de parenté. Julien relève brusquement la tête, ses yeux s'élargissant de surprise. Vous plaisantez ? Malheureusement non. Henri sort la lettre de Pierre. Tout est expliqué ici. Notre père biologique nous a reconnus tous les deux dans cette lettre posthume. Pendant que Julien lit le document, Camille l'étudie plus attentivement. Il a des gestes précis, une façon concentrée de froncer les sourcils qui lui rappelle quelqu'un. Où a-t-elle déjà vu ce visage ? C'est énorme, murmure le journaliste en relevant la tête. Cette histoire dépasse tout ce que j'imaginais. Vous vous rendez compte que si je publie ça, ça va faire scandale national ? C'est exactement ce qu'on veut, répond Henri fermement. Élise mérite de connaître la vérité avant de commettre une erreur irréparable. Et les conséquences pour vous ? Monsieur Dubois, votre père adoptif sera ruiné. Mademoiselle ? Pardon, comment dois-je vous appeler maintenant ? Camille tout court. Je ne porte plus le nom de Michel Moreau. Elle inspire profondément. Les conséquences, on les assume. L'important, c'est d'empêcher que d'autres soient victimes de ce système. Julien hoche la tête, visiblement impressionné par leur détermination. Il me faut des preuves supplémentaires. Documents financiers, témoignages de patients lésés, tout ce qui peut étayer vos accusations. J'ai accès aux fichiers comptables du cabinet, propose Henri. En tant que futur gendre, papa Bernard m'a donné certaines autorisations. Et moi, je connais des architectes qui ont travaillé sur des projets douteux, ajoute Camille. Ils accepteront peut-être de témoigner. Parfait. Julien range son carnet. Je vous recontacte dans 48 heures avec mes premières vérifications. En attendant, soyez prudents. Les gens que vous attaquez ne vont pas rester passifs. Après son départ, Henri et Camille restent silencieux un moment. Tu crois qu'on fait le bon choix ? Demande Henri. J'en suis sûre. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'agir selon mes vrais principes. Moi aussi. Henri sourit. C'est bizarre de découvrir qu'on a une sœur dans ces circonstances, mais je suis content que ce soit toi. Camille sent une chaleur nouvelle l'envahir. Une famille choisie plutôt que subie. Une alliance fondée sur des valeurs partagées plutôt que sur l'habitude. Henri, dit-elle soudain, il faut qu'on prévienne Élise avant que l'article sorte. Elle a le droit d'apprendre la vérité par nous, pas par les journaux. Tu as raison. Mais comment ? Elle refuse de nous parler. Camille réfléchit. J'ai une idée, mais ça va demander beaucoup de courage de sa part, et de la nôtre aussi. L'heure de la confrontation finale approche. Le Royal Monceau, palace parisien, où doit se tenir la conférence de presse officielle annonçant les fiançailles d'Élise et Henri, bourdonne d'activité. Journalistes people, relations d'affaires, mondains curieux, tous ignorent qu'ils vont assister à un tout autre spectacle. Camille ajuste sa robe noire simple, ses mains moites malgré sa détermination. À côté d'elle, Henri semble plus pâle que d'habitude dans son costume sombre. Ils se tiennent à l'écart, attendant le moment opportun. « Tu es sûre qu'Élise a reçu notre message ?» chuchote Henri. « Certaine. Je l'ai envoyé à sa meilleure amie Claire. Elle lui aura transmis. » Sur l'estrade, Michel parade en costume 3 pièces, serrant des mains et distribuant des sourires calculés. Bernard Dubois, le père adoptif d'Henri, un homme corpulent aux cheveux gris, surveille l'assemblée d'un œil satisfait. Sylvie, radieuse dans sa robe bleue, guide Élise vers les photographes. Sa sœur est magnifique mais fragile,
comme une porcelaine précieuse qui pourrait se briser au moindre choc. Camille sent son cœur se serrer en pensant à la douleur qu'elle s'apprête à infliger. « Mesdames et messieurs », commence Bernard Dubois au micro, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de nos deux familles. L'amour de nos enfants scelle une alliance prometteuse entre nos entreprises respectives. Ils présentent fièrement les chiffres de leur futur centre médical, les investissements prévus, les bénéfices attendus. Camille et Henri échangent un regard dégoûté. Même l'amour sincère de leurs enfants devient un argument commercial. Et maintenant, poursuit Bernard, laissons la parole aux futurs époux. Élise s'approche du micro, tremblante. Elle a préparé un discours, mais ses mots sortent mécaniquement, sans conviction. Henri la rejoint et pose tendrement sa main sur son épaule. L'assistance applaudit avec enthousiasme. « Merci, papa Bernard », dit Henri en prenant le micro. « Avant de continuer, j'aimerais inviter quelqu'un à nous rejoindre. Camille, peux-tu monter s'il te plaît ?» Un murmure parcourt l'assistance. Michel blêmit instantanément. Camille se dirige vers l'estrade, sous les regards interrogateurs. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffle Élise entre ses dents. « Je vous sauve tous les deux », répond calmement Henri. Il se tourne vers l'assemblée. « Mes chers amis, il faut que vous sachiez quelque chose d'important. Camille et moi avons découvert récemment que nous partageons le même père biologique. » Le silence devient assourdissant. Quelqu'un lâche son verre de champagne. « Nous sommes demi-frères et sœurs », continue Henri d'une voix claire, « et Camille est la demi-sœur d'Élise. Ce qui signifie qu'Élise et moi... » Il marque une pause dramatique. « Nous ne pouvons pas nous épouser sans commettre un inceste technique. » L'explosion de voix couvre presque les sanglots d'Élise qui s'effondre dans un fauteuil. Sylvie se précipite vers elle tandis que Bernard Dubois devient cramoisi. « C'est un mensonge !» hurle Michel en montant sur l'estrade. « Cette fille ment pour détruire ma famille. » « Vraiment ?» Camille sort calmement la lettre de Pierre. « Voulez-vous que je lise publiquement les aveux de Pierre Dubois ? Ou préférez-vous expliquer vous-même comment vous avez détourné l'argent du cabinet pour financer votre clinique privée ? » « Jamais. Tu n'as aucune preuve. » Julien Moreau, qui s'est discrètement mêlé aux journalistes présents, lève la main. « Détrompez-vous, docteur Moreau. Nous avons toutes les preuves nécessaires. Virements frauduleux, facturation gonflée, patients fictifs. Tout sera publié demain dans le Figaro. » Bernard Dubois tente de quitter la salle, mais Henri l'interpelle publiquement. « Papa Bernard, vous saviez pour Pierre Dubois, n'est-ce pas ? Vous saviez qu'Henri et moi étions apparentés ? » « C'est faux, » proteste Bernard, mais sa voix manque de conviction. « Alors pourquoi avez-vous exigé que ses fiançailles soient annoncées avant qu'Henri ne puisse faire ses propres recherches généalogiques ?» rétorque Henri. « Vous aviez peur qu'il découvre la vérité. » L'assistance assiste médusée à l'effondrement de deux familles. Les photographes mitraillent, les journalistes prennent des notes frénétiquement. Élise se lève soudain, le visage strié de larmes mais la voix ferme. « Arrêtez tous !» crie-t-elle. « Arrêtez de vous battre sur mon dos. Camille, Henri, merci de m'avoir dit la vérité. Merci de m'avoir sauvée. » Elle retire sa bague de fiançailles et la pose délicatement sur le podium. « Je renonce à ce mariage. Et je renonce aussi à cette famille de menteurs. » Sur ces mots, elle quitte la salle sous les flashs, laissant derrière elle le chaos et les ruines de l'empire Moreau-Dubois. Camille et Henri se retrouvent seuls sur l'estrade, main dans la main, frères enfin réunis dans la vérité. 18 mois plus tard, le soleil de Marseille filtre à travers les grandes baies vitrées de l'agence Dubois Architecture Médicale. Dans le petit appartement que Pierre avait légué à Camille, transformé en bureau, règne une atmosphère sereine et productive. Les murs sont couverts de plans d'hôpitaux, de centres de soins et de maisons de retraite. Tous des projets éthiques, financés de manière transparente. Camille lève les yeux de sa table à dessin en entendant la clé tourner dans la serrure. Henri entre. Encore en blouse blanche, les traits tirés par une longue garde aux urgences de l'hôpital Nord. « Comment s'est passée ta journée ?» demande-t-elle en se levant pour l'embrasser sur la joue. 3 vies sauvées, une famille réunie autour d'un grand-père en réanimation et une jeune femme qui va remarcher grâce à notre nouveau service de rééducation. Henri sourit, cette fatigue heureuse de celui qui donne du sens à ses journées. Et toi ? Les plans du centre de soins de Toulon avancent ? Terminé. Le maire est enthousiaste. Nous commençons les travaux au printemps. Depuis leur association, ils ont créé 6 centres médicaux dans le sud de la France,
tous conçus selon la philosophie de Pierre. Soignés par l'environnement autant que par la médecine. Henri apporte son expertise médicale, Camille sa vision architecturale, et ensemble ils redonnent du sens à leur profession. « Du courrier pour toi », dit Henri en posant une enveloppe sur le bureau. Posté de Londres. Camille reconnaît immédiatement l'écriture d'Élise. Depuis 18 mois, sa sœur poursuit des études d'art-thérapie en Angleterre, loin du scandale parisien et des regards compatissants. Leurs échanges épistolaires sont rares, mais précieux. « Ma chère Camille, je termine mon master ce mois-ci. J'ai trouvé ma voie. Aider les enfants malades à exprimer leur peur à travers la peinture et le théâtre. Ironique, non ? C'est grâce à notre drame familial que j'ai découvert le pouvoir guérisseur de l'art. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir sauvé de ce mariage impossible. Henri et moi échangeons parfois, amicalement. Il semble heureux avec toi, enfin, avec votre travail commun, tu vois ce que je veux dire. Maman va mieux. Elle a quitté Michel définitivement et suit une thérapie. Elle m'a demandé ton adresse. Je pense qu'elle aimerait te revoir, quand tu seras prête. Michel purge sa peine de 3 ans pour détournement de fonds. Étrangement, je lui en veux moins qu'à ses mensonges. La prison lui donne peut-être le temps de réfléchir à l'homme qu'il aurait pu être. Grand-mère Marguerite m'a écrit. Elle est fière de vous deux. Moi aussi, je suis fière. Vous avez eu le courage de construire quelque chose de beau sur les ruines de nos secrets familiaux. Je rentrerai peut-être en France l'année prochaine. Nous pourrons peut-être apprendre à être sœurs, vraiment, sans les masques et les manipulations. Avec toute mon affection, Élise PS. J'ai joint une photo de ma dernière exposition. Tu reconnaîtras le thème. Camille sourit en découvrant la photo. Sur la toile d'Élise, des silhouettes brisées se relèvent et dansent dans la lumière, métaphore parfaite de leur résurrection collective. « Des nouvelles d'Élise » demande Henri en préparant le thé. Elle va bien. Elle rentre peut-être l'année prochaine. Camille range précieusement la lettre. Et Julien ? Il publie son livre sur les réseaux de corruption médicale le mois prochain. Notre affaire en constitue le premier chapitre. Julien Moreau est devenu plus qu'un allié. Un ami précieux qui a donné une dimension nationale à leur combat pour l'éthique médicale. Le téléphone sonne. Au bout du fil, la voix enthousiaste d'un maire de village des Alpes, un projet de maison médicale écologique pour sa commune isolée. Camille prend des notes, dessine déjà mentalement les espaces, imagine les patients qui y trouveront réconfort et guérison. Chaque nouveau projet la rapproche un peu plus de l'héritage spirituel de Pierre. « Tu sais, » dit-elle en raccrochant, « papa aurait été fier de nous. » Henri hoche la tête, ému. Nous avons transformé ses remords en espoir. Dehors, le soleil se couche sur la Méditerranée. Dans leur petit bureau, frères et sœurs réunis, travaillent à soigner le monde, un hôpital à la fois. La vérité avait eu un prix, mais elle leur avait aussi offert la plus précieuse des récompenses, la paix avec eux-mêmes. Let me look it up. Jar Jar Binks. Jar... Oh, yeah, there it is. Oh! Would you look at him? What the hell is this? Bro, I know someone who looks like this. Honestly? Oh my god, I was gonna say Smash, but I actually can't say that while looking at him. That's actually so scary to look at. I don't like that. Oh no. Who the fuck looks... Ah, okay. Let me play this song, guys. Hold on. This is for Tai Tai. Wait, hold on. Oh my god, okay. Let's play.
That was a little bad. That was a little bad, but it's okay. Encore, encore. Okay, one more. Let's see. What about Fall Out Boy? Wait. It's the last song. I gotta make sure the vibes are right. I gotta change the background one last time. We'll do Ada. Ada. Hi, Point. How are you? Oh my gosh. Let me lock in. Hold on.